Merci beaucoup. Alors avant de commencer, je voudrais remercier Françoise de m'avoir proposé de faire cette communication sur la Corse au temps de Dante et préciser que c'est une communication qui avait été faite il y a 5 ans par Jean-André Cancellieri pour l'anniversaire, la commémoration de la naissance de Dante. Et donc je vais essayer d'être à la hauteur et dans la continuité de ce qui avait été présenté. En m'excusant d'avance de ne pas parler de littérature ni de poésie, mais bien d'histoire et d'histoire médiévale. Au chant 22 de l'Enfer, dont nous avons parlé hier, qui décrit le 8e cercle, où les trafiquants et les concussionnaires sont condamnés, sont trempés dans la poix brûlante, Dante évoque sa rencontre avec 2 sardes, Michel Esanc di Logodour et Fra Gomita di Galour, au sujet desquels le poète écrit « A dire di Sardigne, les lingue lor non si sentono stanche ». À travers cette rapide allusion aux conversations passionnées de Zanc et de Gomita sur la Sardaigne, Dante évoque un contexte politique qui concerne directement la Corse, même si cette 2e île n'est pas nommée. Le voyage de Dante en enfer est en effet contemporain de la création par Boniface VIII, l'ennemi juré du poète, du royaume de Sardaigne et de Corse et son inféodation au souverain d'Aragon, Jacques II. Cette création pontificale, sur le modèle du royaume voisin de Sicile, vassal du pape, a été interprétée comme une innovation de Boniface VIII destinée à réaffirmer les droits du souverain pontife sur les 2 îles. Pour ma part, j'insisterai dans cette communication sur la longue genèse de ce nouveau royaume méditerranéen qui nous plonge au cœur de la lutte entre Guelfes et Gibelins, dont le poème de Dante égrène les épisodes et les acteurs au fur et à mesure de son cheminement de l'enfer au paradis. Si l'on considère la création du Regnum Sardiniae et Corsicae comme un aboutissement plutôt qu'un commencement, l'origine du projet est à rechercher dans l'action de Frédéric II et de son fils Enzo dans les années 1240. En 1238, probablement sous l'influence des Doria, Enzo épousa Adelasia de Torres, héritière des 2 judicats septentrionaux de Sardaigne. Donc le Logodour et la Galour, que vous pouvez voir sur cette carte. Ce mariage, contracté contre la papauté, permit à Frédéric II d'investir son fils du titre de roi de Sardaigne. Cette revendication impériale sur la Sardaigne se fondait en partie sur la tradition, sur l'ancien système judical issu de la tradition byzantine, puisque nous savons que les juges de Sardaigne s'intitulaient rois dans leur judicat. Elle renvoyait également à une précédente tentative impériale d'imposer un contrôle sur l'île, avec la nomination de Barizone et d'Arboré à roi de Sardaigne par Frédéric Barberousse, au cœur de sa lutte contre les villes communales du Nord. Il reste que la nomination d'Enzo était une provocation adressée à la papauté, qui depuis le XIe siècle n'avait cessé d'affirmer sa suzeraineté sur la Sardaigne et sur la Corse. Elle fut donc à l'origine de la reprise du conflit entre le pape et l'empereur. L'excommunication de l'empereur fut prononcée en 1239, tandis que le pape Grégoire IX organisait un concile destiné à déposer Frédéric II. Afin d'empêcher les prélats de rejoindre la papauté, l'empereur chargea la flotte impériale, dirigée par Ansaldo Damar, qui était donc une flotte pisane, de s'attaquer à la flotte génoise qui acheminait les évêques. La bataille eut lieu au large de l'île de Giglio le 3 mai 1241. Comme vous le savez, la flotte guelfe fut entièrement vaincue par la flotte impériale, tandis que les prélats furent emprisonnés par l'empereur. La portée de cet événement, qui suscita un vif émoi dans toute la chrétienté, ne put manquer de gagner la Corse, située à proximité du théâtre des opérations. Alors, on peut voir ici une représentation de cet archipel pisan et de la Corse sur la carte pisane du XIIIe siècle, qui est la première carte, le premier portulan connu, donc sur lequel vous pouvez voir l'île de Giglio et sa proximité avec la Corse. J'ai aussi trouvé cette photo a circulé sur les réseaux sociaux l'année dernière, et je la trouve particulièrement intéressante. C'est une photo qui a été prise en hiver,
depuis l'île de Giglio, et on voit cette route en fait des îles qui permettait de cheminer des côtes toscanes jusqu'à la Corse sans jamais quitter la terre de vue. C'est cette grande proximité entre les îles qui nous intéresse ici. Et donc cet impact de l'événement de Giglio sur la Corse, on peut le retrouver dans la chronique médiévale, la chronique écrite au XVe siècle par Giovanni della Grosse, dont je vais vous lire un extrait. Et Frédéric II fut fait empereur l'an de la nativité 1222. Il faut évidemment corriger en 1220. Cet empereur eut par la suite un conflit avec le pape. En ce temps-là, Gênes se gouvernait comme une république dirigée par des gentilshommes, et ces derniers étaient unis au parti et à la faction de l'empereur, avec lequel il eut ensuite une discorde. L'empereur fit préparer une flotte pour accomplir l'un de ses desseins, et pour une telle entreprise, il nomma Ansaldo d'Amar comme amiral de sa flotte. Le scrivano corse mentionne donc ces événements pour introduire l'arrivée d'Ansaldo d'Amar et en Corse. Il reste cependant discret sur la participation cruciale de ce dernier à la bataille de Giglio, qui est évoquée de manière très allusive comme étant un dessein de l'empereur. Dans les années qui suivirent la victoire impériale, Ansaldo d'Amar fut l'artisan d'une offensive gibeline dans le nord de l'île qui lui permit de se tailler une seigneurie dans le Cap Corse entre 1245 et 1249. Même si Giovanni della Grosse ne le précise pas, Ansaldo d'Amar agissait en Corse au nom des intérêts de l'empereur. Durant cette même période, la documentation témoigne d'une action d'Enzo et de son père dans l'île. Alors, vous voyez, cette documentation est limitée, mais néanmoins significative. Nous avons 2 lettres d'Innocent IV qui attestent qu'il y avait des partisans d'Enzo en Corse, et dans la chronique de Salammbène de Adam, on a la mention d'un évêque de Corse qui aurait été chassé de son évêché en 1248 par Frédéric II ou son fils Enzo. Donc, à l'époque où Ansaldo d'Amar se taille une seigneurie en Corse, on sait que c'est l'époque d'une intervention d'Enzo. Or, c'est également à cette époque que se situe le retour en Corse de Sinuccello della Rocca, alias Giudice di Cinarca, qui, comme l'avait souligné Jean-André Cancellière, fut le grand personnage de la Corse au temps de Dante. Ces 2 conquêtes seigneuriales contemporaines, celle d'Ansaldo d'Amar dans le nord et celle de Giudice di Cinarca dans le sud, n'ont jamais été mises en relation par les historiens de la Corse. Pour ma part, je suis convaincue, et je vais tenter de vous le démontrer, qu'il s'agissait des 2 volets d'une même offensive pisano-impériale sur l'île. Ce qui conduit à se demander si Enzo n'a pas cherché à être roi de Sardaigne et de Corse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me faut évoquer brièvement l'une de nos principales difficultés pour étudier la Corse au temps de Dante. Et vous le savez, c'est l'absence d'archives. Dans ce contexte, la chronique de Giovanni della Grosse, que j'ai déjà évoquée, qui est une chronique qui a été rédigée au cœur du XVe siècle par un notaire originaire du Sartenay, dans le sud de la Corse, constitue notre principal guide. Si la richesse de ce récit n'est plus à souligner, il présente une limite principale, celui de traduire le discours politique de son auteur, comme la plupart des chroniques du temps. Son utilisation nécessite par conséquent beaucoup de prudence, et dans le cas de Giudice di Cinarca, qui nous occupe ici, le récit du chroniqueur nous enferme dans une histoire purement locale. Si les liens du Seigneur avec Pise, où il fut exilé durant son enfance, sont soulignés, toute l'action de Giudice est décrite comme une vendette et la reconquête d'un pouvoir et d'un territoire dont il aurait été injustement privé par la trahison de ses cousins germains. C'est donc dans un horizon purement local, de guerre intrafamiliale et de lutte entre seigneurs corses que Giovanni della Grosse situe la vie de son héros. Cependant, une lecture très attentive de la chronique associée à l'examen approfondi de la documentation d'archives permet de dépasser cette difficulté et de prendre de la hauteur vis-à-vis du discours politique de Giovanni della Grosse. Fervent partisan des droits pontificaux sur l'île, ce dernier a semble-t-il cherché à effacer toute revendication impériale sur la Corse. Pourtant, dans un passage qui n'a pas suscité tout l'intérêt qu'il méritait, Giovanni della Grosse suggère bien les liens de Giudice di Cinarca avec le parti impérial. Alors je vous lis la traduction.
Il arriva qu'en ce temps surgit une discorde et guerre entre le pape et l'empereur, et le roi de France, qui soutenait le pape, lui envoya un de ses frères, appelé Charles. Et comme il n'avait pas de seigneurie, on l'appelait Charles Santerre. Ce dernier fut nommé par le pape gonfalonier de l'Église, et Charles Santerre vint à Florence et en chassa les tenants du parti impérial. Et Pise était dans le parti impérial, et Charles vint et mit le siège devant la ville. Il y avait dans le camp de Charles un cavalier français d'une grande force et très valeureux dans les faits militaires. Et il venait souvent aux portes de Pise pour injurier ceux du parti impérial, et il disait que si un chevalier à pied ou à cheval voulait se mesurer à lui, qu'il vînt au camp, et que s'il gagnait, Charles lèverait le siège de Pise. Et alors que Giudice se trouvait à Pise, du côté qui regardait vers Florence, arriva Lordano, le dit chevalier, en compagnie de beaucoup de gens pour narguer les Pisans et les Corses. Et Giudice, ayant entendu injurier les Corses, enflammé de colère, s'approcha des murailles et répondit à Lordano que pour l'amour de l'empereur et de la commune de Pise, et pour relever l'honneur des Corses dont il se moquait tant, il acceptait de combattre avec lui. Et les Corses furent victorieux et chassèrent les Français, leur faisant retirer jusqu'à leur pavillon. C'est donc en combattant pour la Corse, pour Pise, mais aussi pour l'empereur, que Giudice se distingue pour la première fois dans le récit de Giovanni della Grosse. Placé par erreur dans les années 1240, cet épisode mythifié fait clairement référence à la descente de Conradin contre Charles d'Anjou en Italie en 1268. Rien ne permet d'attester que Giudice ait combattu à cette époque dans le camp impérial et qu'il ait pu être présent à Tagliacozzo, dove senza armi vinse il vecchio Alardo. Néanmoins, ce passage de la chronique, qui pourrait être la trace d'une ancienne cantilène à la gloire du seigneur corse, révèle une réalité indéniable, l'appartenance de Giudice au camp gibelin. Les liens de Giudice avec le parti impérial permettent ainsi de mieux comprendre à la fois ses succès et ses revers, en même temps que l'alternance de ses alliances entre Pise, Gênes et même Barcelone. Ils éclairent d'un jour nouveau la Corse du temps de Dante, en dévoilant sa pleine intégration au monde méditerranéen occidental et à l'espace tyrrhénien bien sûr. D'après le récit de Giovanni della Grossa, la conquête et l'unification de la Corse par Giudice di Cinarca débuta en 1245 et s'acheva en 1264, soit la veille de la naissance de Dante. Elle se décompose en 3 phases successives que vous pouvez voir sur cette carte. La première phase se déroule de 1245 à 1250. Durant cette période, Giudice conquiert le sud de la Corse et il se fait acclamer seigneur de la zone allant du col de Cilace, au-dessus de Solacaro pour ceux qui connaissent, à Bonifacio, lors d'une première veduta, c'est-à-dire une assemblée, organisée au col de Cilace en 1250. Cette première phase s'inscrit donc pleinement dans le cadre de l'offensive commune de Pise et d'Enzo, soutenue dans le nord de l'île par Ansaldo d'Ama. La deuxième phase se déroule de 1250 à 1258. Giudice conquiert la seigneurie de Cinarca et c'est à cette époque qu'il abandonne le nom de Sinuccello della Rocca pour celui de Giudice di Cinarca. Comme l'avait souligné Jean Cancellière, plus qu'un nouveau nom, il s'agit d'un titre qui fait clairement référence à la Sardaigne voisine. Or, d'après le chroniqueur, ce titre lui avait été donné par Pise, qu'il avait désigné Giudice di Corsica per Pisa. Mais en adoptant la titulature Giudice di Cinarca, fruit de la contraction du titre héréditaire de comte de Cinarca, il me faut préciser que les comtes de Cinarca, d'après une légende rapportée par Giovanni della Grossa, auraient été seraient issus d'un comte romain, Ugo Colonne, envoyé par le pape au IXe siècle pour libérer l'île de la présence sarrasine. Donc c'était, si vous voulez, le comte de Cinarca, c'est une revendication pleinement locale d'un pouvoir totalement autonome découlant des temps carolingiens. Et donc cette contraction en Giudice de Cinarca, c'est la contraction du titre héréditaire de comte de Cinarca et de Giudice di Corsica. Donc par ce titre, le seigneur corse affirmait en fait une certaine autonomie vis-à-vis de Pise. Et c'est ce que veut dire en fait cette phrase du chroniqueur quand il dit « mais tout le monde l'appelait Giudice di Cinarca ». Dans le même temps, donc en 1258, le seigneur s'allie à Gênes. Il s'allie à Gênes, ce qui a fait penser à Alain Venturini, ancien directeur des archives départementales de la Corse du Sud, qu'il fallait rejeter tout le discours de Giovanni della Grossa sur l'alliance de Giudice et Pise, parce qu'il y voyait une contradiction.
les documents d'archives prouvant qu'en 1258, il était allié à Gênes. Il n'y a pas de contradiction en réalité, parce qu'à cette époque, Pise et Gênes viennent de signer un traité de paix après la guerre qui les a opposés en Sardaigne. Et donc, pour ma part, je ne pense pas je pense que Giudice pouvait rester l'allié de Pise tout en se rapprochant de Gênes, d'autant que Gênes, en 1258, a changé de gouvernement. Elle est passée sous l'autorité de Guglielmo Boccanegra, dont le pouvoir était de coloration gibelline. Donc on reste dans notre logique gibelline, il n'y a pas de contradiction. Dernière étape de cette offensive, de 1258 à 1264, Giudice affirme son autorité dans le nord de l'île et se fait acclamer cette fois Signore Assoluto di Corsica lors d'une grande assemblée réunie à la Canonica de Mariane en 1264. Donc le lieu, ça avait été souligné par Jean Cancelliere également, c'était la cathédrale, la plus belle église de Corse et un lieu de pouvoir pisan, un lieu symbolique qui montre cette revendication d'un pouvoir sur toute la Corse. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ascension de Giudice en Corse est contemporaine du triomphe du parti gibelin, d'abord en Sicile, avec l'élection de Manfred comme roi en 1258, puis en Toscane, avec la victoire de Montaperti en 1260. Les premières difficultés du seigneur corse surviennent lors du retournement du rapport de force en faveur des Guelfes entre 1266 et 1268. En 1266, Manfred, le seigneur biondo e belle e di gentile aspetto, que Dante rencontre au Purgatoire, est vaincu à Bénévent par Charles d'Anjou. En 1268, Conradin, le dernier héritier de Frédéric II, est à son tour vaincu à Tagliacozzo, comme le rappelle Dante au chant 20 du Purgatoire, Carlo venne in Italia e veramente vittima fe di Corradino. À la même époque, la Corse se divise entre la parte di Giudice d'un côté et la parte di Giovanninello, soutenue par Gênes de l'autre. On peut voir là une division entre Guelfes et Gibelins, commune à toute l'Italie du temps. En 1269, Giudice est contraint de fuir la Corse. Il revient en 1270, avec cette fois le soutien de Gênes. La contradiction, encore une fois, n'est qu'apparente, dans la mesure où le gouvernement génois était passé entre-temps entre les mains du parti gibelin. Le retour de Giudice en Corse marque donc la réactivation de l'alliance gibelline avec Gênes. C'est dans ce contexte qu'est fondée une nouvelle colonie dans la région d'Ajaccio, le Castel Lombardo. Or, le nom de la colonie fait clairement référence à la Ligue lombarde gibeline qui s'était alors constituée dans le nord de l'Italie contre Charles d'Anjou. Pour moi, l'enjeu de la fondation de Castel Lombardo était avant tout stratégique. Il s'agissait de défendre les côtes de Corse d'une éventuelle attaque angevine. Maître de la Sicile, Charles d'Anjou regardait en effet à cette époque en direction de la Sardaigne, où son fils avait été élu roi par une assemblée de nobles et d'évêques réunis dans le Logudoro. Le danger d'une annexion de la Corse était donc réel, ce qui justifie le maintien de l'alliance entre Giudice et Gênes jusqu'en 1276. Passé cette date, le retour de la paix entre le roi de Sicile et la commune de Gênes ayant éloigné le danger, en tout cas pour Gênes, l'alliance commence à se fissurer. Le conflit éclate en 1283 lorsque Giudice, allié à Pise, attaque Bonifacio. Deux documents aragonais nous éclairent sur le contexte de cette offensive du seigneur corse contre Gênes qui s'inscrit dans le cadre plus général de la reprise du conflit entre Guelfes et Gibelins qui suivit les vêpres siciliennes. Le premier document est la copie enregistrée d'une réponse de Pierre III d'Aragon à Giudice, comte de Chinarque, daté de juillet 1280. Par ce courrier de quelques lignes, écrit en latin, le roi d'Aragon acceptait la proposition de Giudice di Chinarque de le considérer comme son homme lige en Corse. Alors il faut préciser et rappeler qu'on est 17 ans avant la création du royaume de Sardaigne et de Corse et de son inféodation au roi d'Aragon. Donc il n'y a aucune raison de trouver un lien entre la Corse et Barcelone, si ce n'est le parti gibelin, puisque en 1280, vous le savez, Pierre III d'Aragon, étant l'époux de Constance de Hohenstaufen, la fille de Manfred, eh bien, Pierre III était devenu le chef du parti gibelin italien.
La lettre de Giudice s'insère ainsi dans le contexte immédiat de la révolte des vêpres siciliennes qui chassa Charles d'Anjou de Sicile au profit du couronnement de Pierre III par les Siciliens eux-mêmes. Le deuxième document atteste de l'effectivité de cette alliance entre Pierre III et Giudice. Il s'agit d'un extrait des comptes du royaume de Sicile qui stipule l'envoi d'une flotte en Corse en 1283, au moment même où Giudice attaque Bonifacio avec le soutien de Pise et de son voisin sarde, Mariano d'Arborea. L'aide de Pierre III à Giudice en Corse visait probablement à empêcher l'envoi d'une flotte génoise pour soutenir Charles d'Anjou en Sicile. En 1284, la fameuse victoire de la Meloria vit le triomphe de Gênes en Tyrrhénienne. La flotte pisane fut écrasée et Giudice perdit son principal allié maritime. Pour les chroniqueurs contemporains, la victoire génoise de la Meloria qui est située assez près finalement de l'île de Giglio, qui est vraiment à l'entrée du port de Livourne, a été perçue par les chroniqueurs contemporains comme étant la vengeance divine, la vengeance de ce qu'avaient fait les Pisans à Giglio et de l'arrestation et de l'assassinat des prélats. Donc c'est au lendemain de cette défaite qu'Ugolino della Gherardesca, dont on a beaucoup parlé hier, imposa son contrôle sur la ville de Pise jusqu'à son arrestation et sa mort tragique avec ses deux fils dans la tour de la Moude en 1289, longuement évoquée par Dante au chant 33 de l'Enfer. La même année, en Corse, Giudice reprit l'offensive contre Gênes, qui envoya dans l'île Luccheto d'Oria. Après une campagne de plusieurs mois qui vit la destruction de nombreux habitats dans le sud de l'île, le seigneur corse fut finalement victorieux et selon l'analyste génois Jacopo d'Oria, la Corse revint en 1290 sous la domination de Pise. Au début des années 1290, lorsque commencèrent les négociations diplomatiques qui aboutirent à la création du royaume de Sardaigne et de Corse, par Boniface VIII, Giudice demeurait donc le seigneur le plus puissant de Corse et l'allié des Pisans. Nous pouvons dès lors nous demander, et ce sera ma conclusion, quel fut son rôle dans la naissance de ce nouveau royaume. Alors la question est un peu provocatrice, et si le rôle de Giudice di Cinarca dans les échanges diplomatiques méditerranéens ayant conduit à la création du royaume de Sardaigne et de Corse est, vous vous en doutez, impossible à évaluer en l'absence de documents d'archives, celui de son allié sarde, Mariano d'Arborea, a laissé plus de traces. Nous savons, grâce aux annales de Geronimo Zurita, que dans les années 1290, Mariano avait pris la tête du parti gibelin pisan, auquel, selon toute vraisemblance, Giudice était rattaché. Donc j'ai traduit la citation. À cette époque, Mariano, juge d'Arborea, a été le chef du parti gibelin. Et dans les guerres qu'il mena contre les Génois, il reçut les faveurs du roi Pierre. Et il maintint cette amitié et ligue avec Constance sous les règnes de Don Alphonse et de Don Jacques. Et ces derniers le favorisèrent, et ils s'allièrent ensemble aux Gibelins qui avaient pris le contrôle de Pise, jusqu'à ce que le roi renonça au règne de Sicile en faveur du roi Charles. Alors on peut se demander ce que veut dire ce jusqu'à ce que le roi renonce. Ça peut être en fait la conséquence de cette alliance ou ça peut être une rupture de l'alliance. Moi je l'interprète plutôt comme la conséquence, c'est-à-dire que ces relations de Mariano d'Arborea avec Jacques II d'Aragon me semblent importantes pour comprendre ce qui a pu pousser Jacques II à envisager que la possession d'un royaume hypothétique de Sardaigne et de Corse pouvait se substituer à la possession de la Sicile. Alors, Mariano donc, était le chef du parti gibelin et luttait en Sardaigne contre l'ami de Dante, le juge de Galour, Nino Visconti, qui combattait Pise avec le soutien de Gênes. Mariano était le cousin de Jacques II, qui lui envoya plusieurs ambassades entre 1293 et 1295, c'est-à-dire au moment où justement prend forme ce projet de royaume de Sardaigne et de Corse. Et donc ces ambassades ont pu contribuer à faire immerger l'idée de ce royaume. Nous savons par ailleurs que Mariano d'Arborea avait demandé au pape de l'instituer vicaire pontifical en Sardaigne, ce qui prouve son ambition sur l'ensemble de l'île. Ce faisceau d'indices nous conduit à émettre l'hypothèse
que Mariano d'Arborée ait pu jouer un rôle dans le projet de Jacques II de renoncer au royaume de Sicile au profit du nouveau royaume de Sardaigne et de Corse. Selon cette hypothèse, cette inféodation n'aurait pas été tournée contre Pise, mais bien plutôt contre Gênes et ses alliés angevins, qui en 1295 menaçaient directement les deux îles. En même temps qu'il réaffirmait sa suzeraineté sur la Sardaigne et sur la Corse, Boniface VIII créait donc un contre-pouvoir en Méditerranée occidentale, destiné à freiner la progression française. À la même époque, en effet, commençait son conflit avec Philippe le Bel. Pour les seigneurs sardes et corses, la création du royaume venait combler un vide, en dotant les deux îles d'un statut juridique qui constituait une nouvelle source de légitimité pour mener à bien leurs propres ambitions souveraines. La Corse, comme la Sardaigne au temps de Dante, est ainsi marquée par la naissance d'un projet politique visant à affirmer une autorité souveraine dans l'île et à porter la voix des insulaires dans le concert des relations internationales méditerranéennes. C'est cette question cruciale du statut politique des îles qui animait sans doute les échanges passionnés de Michel Ezanque, qui selon les commentateurs de Dante aurait été vicaire du roi Enzo, et de Fra Gomita de Galbourg, qui avait été au service du juge Nino Visconti, au cœur de leur tournant. Je vous remercie de votre attention.